Ce surcroît d'effort leur était demandé à titre tout à fait volontaire, étant bien entendu que tout animal qui se récuserait aurait ses rations réduites de moitié. Même ainsi, certaines tâches durent être abandonnées. La moisson fut un peu moins belle que l'année précédente, et 2 champs, qu'il eût fallu ensemencer de racines au début de l'été, furent laissés en jachère, faute d'avoir pu achever les labours en temps voulu. On pouvait s'attendre à un rude hiver. Le moulin à vent présentait des difficultés inattendues. Il y avait bien une carrière sur le territoire de la ferme, ainsi qu'abondance de sable et de ciment dans une des remises. Les matériaux étaient donc à pied d'œuvre. Mais les animaux butèrent tout d'abord sur le problème de la pierre à morceler en fragments utilisables. Comment s'y prendre? Pas autrement, semblait-il, qu'à l'aide de leviers et de pics. Voilà qui les dépassait, aucun d'eux ne pouvant se tenir longtemps debout sur ses pattes de derrière. Il s'écoula plusieurs semaines en efforts vains avant que quelqu'un ait l'idée juste. Utiliser la loi de la pesanteur. D'énormes blocs, bien trop gros pour être employés tels quels, reposaient sur le lit de la carrière. Les animaux les entourèrent de cordes, puis tous ensemble, vaches, chevaux, moutons, et chacun de ceux qui pouvaient tenir une corde, et même les cochons prêtaient patte forte aux moments cruciaux, se prirent à hisser ces blocs de pierre avec une lenteur désespérante jusqu'au sommet de la carrière. De là, basculés par-dessus bord, ils se fracassaient en morceaux au contact du sol. Une fois ces pierres brisées, le transport en était relativement aisé. Les chevaux les charriaient par tombereaux, les moutons les traînaient, un moellon à la fois. Edmé la chèvre et Benjamin l'âne en étaient aussi, attelés à une vieille patache et payant de leur personne. Sur la fin de l'été, on disposait d'assez de pierres pour que la construction commence. Les cochons supervisaient. Lent et pénible cours de ces travaux. C'est souvent qu'il fallait tout un jour d'efforts harassants pour tirer un seul bloc de pierre jusqu'au faîte de la carrière, et même parfois, il ne se brisait pas au sol. Les animaux ne seraient pas parvenus à bout de leur tâche sans Malabar, dont la force semblait égaler celle additionnée de tous les autres. Quand le bloc de pierre se mettait à glisser et que les animaux, emportés dans sa chute sur le flanc de la colline, hurlaient la mort, c'était lui, toujours, qui l'arrêtait à temps, arc-bouté de tout son corps. Et chacun était saisi d'admiration, le voyant ahané et pouce à pouce gagner du terrain, tout haletant, ses flancs immenses couverts de sueur, la pointe des sabots tenant dru au sol. Douce parfois lui disait de ne pas s'éreinter pareillement, mais lui ne voulait rien entendre. Ces 2 mots d'ordre, je vais travailler plus dur, et Napoléon ne se trompe jamais, lui semblait une réponse suffisante à tous les problèmes. Il s'était arrangé avec le jeune coq pour que celui-ci le réveille 3/4 d'heure à l'avance au lieu d'1 demi-heure. De plus, à ces moments perdus, mais il n'en avait plus guère, il se rendait à la carrière pour y ramasser une charretée de pierrailles qu'il tirait tout seul jusqu'à l'emplacement du moulin. Malgré la rigueur du travail, les animaux n'eurent pas à pâtir de tout l'été. S'ils n'étaient pas mieux nourris qu'au temps de Jones, en tout cas, ils ne l'étaient pas moins. L'avantage de subvenir à leurs seuls besoins, indépendamment de ceux, extravagants, de 5 êtres humains, était si considérable que pour le perdre, il eût fallu accumuler beaucoup d'échecs. De bien des manières, la méthode animale était la plus efficace et elle économisait du travail. Le sarclage, par exemple, pouvait se faire avec une minutie impossible chez les humains. Et les animaux s'interdisant désormais de chaparder, il était superflu de séparer par des clôtures les pâturages des labours, de sorte qu'il n'y avait plus lieu d'entretenir haies et barrières. Malgré tout, comme l'été avançait, différentes choses commencèrent à faire défaut sans qu'on s'y fût attendu. Huile de paraffine, clous, ficelles, biscuits pour les chiens, fer du maréchal Ferrand, tout produit qui ne pouvait pas être fabriqué à la ferme. Plus tard, on aurait besoin encore de graines et d'engrais artificiels, sans compter différents outils et la machinerie du moulin. Comment se procurer le nécessaire? C'est ce dont personne n'avait la moindre idée. Un dimanche matin que les animaux étaient rassemblés pour recevoir leurs instructions, Napoléon annonça qu'il avait arrêté une ligne politique nouvelle. Dorénavant, la ferme des animaux entretiendrait des relations commerciales avec les fermes du voisinage, non pas, bien entendu, pour faire du négoce,
mais simplement pour se procurer certaines fournitures d'urgente nécessité. Ce qu'exigeait la construction du moulin devait, dit-il, primer toute autre considération. Aussi était-il en pourparlers pour vendre une meule de foin et une partie de la récolte de blé. Plus tard, en cas de besoin d'argent, il faudrait vendre des œufs. On peut les écouler au marché de Willingdon. Les poules, déclara Napoléon, devaient se réjouir d'un sacrifice qui serait leur quote-part à l'édification du moulin à vent. Une fois encore, les animaux éprouvèrent une vague inquiétude. Ne jamais entrer en rapport avec les humains, ne jamais faire de commerce, ne jamais faire usage d'argent, n'était-ce pas là certaines des résolutions prises à l'assemblée triomphale qui avait suivi l'expulsion de Jones? Tous les animaux se rappelaient les avoir adoptés, ou du moins ils croyaient en avoir gardé le souvenir. Les 4 jeunes gorées qui avaient protesté quand Napoléon avait supprimé les assemblées élevèrent timidement la voix, mais pour être promptement réduits au silence et comme foudroyés par les grognements des chiens. Puis, comme d'habitude, les moutons lancèrent l'ancienne « 4 pattes, oui, 2 pattes, non !» Et la gêne passagère en fut dissipée. Finalement, Napoléon dressa la patte pour réclamer le silence et fit savoir que toute disposition était déjà prise. Il n'y aurait pas lieu pour les animaux d'entrer en relation avec les humains, ce qui manifestement serait on ne peut plus malvenu. De ce fardeau, il se chargerait lui-même. Un certain monsieur Whymper, avoué à Willingdon, avait accepté de servir d'intermédiaire entre la ferme des animaux et le monde extérieur, et chaque lundi matin il viendrait prendre les directives. Napoléon termina son discours de façon coutumière, s'écriant « Vive la ferme des animaux !» Et après avoir entonné Bête d'Angleterre, on rompit les rangs. Ensuite, Brille-Babil fit le tour de la ferme afin d'apaiser les esprits. Il assura aux animaux que la résolution condamnant le commerce et l'usage de l'argent n'avait jamais été passée, ou même proposée. C'était la pure imagination, ou alors une légende née des mensonges de Boule de Neige. Et comme un léger doute subsistait dans quelques esprits, Brille-Babil, en personne astucieuse, leur demanda « Êtes-vous tout à fait sûr, camarades, que vous n'avez pas rêvé? Pouvez-vous faire état d'un document, d'un texte consigné sur un registre ou l'autre ?» Et comme assurément n'existait aucun écrit consigné, les animaux furent convaincus de leur erreur. Comme convenu, M. Whymper se rendait chaque lundi à la ferme. C'était un petit homme à l'air retors et qui portait des favoris, un avoué dont l'étude ne traitait que de piètres affaires. Cependant, il était bien assez finaud pour avoir compris avant tout autre que la ferme des animaux aurait besoin d'un courtier et les commissions ne seraient pas négligeables. Les animaux observaient ses allées et venues avec une sorte d'effroi et ils l'évitaient autant que possible. Néanmoins, voir Napoléon, un 4 pattes, donner des ordres à ce 2 pattes réveilla leur orgueil et les réconcilia en partie avec les dispositions nouvelles. Leurs relations avec la race humaine n'étaient plus tout à fait les mêmes que par le passé. Les humains ne haïssaient pas moins la ferme des animaux de la voir prendre un certain essor. À la vérité, ils la haïssaient plus que jamais. Chacun d'eux avait tenu pour article de foi que la ferme ferait faillite à plus ou moins brève échéance, et quant au moulin à vent, il était voué à l'échec. Dans leur taverne, ils se prouvaient les uns aux autres, schéma à l'appui, que fatalement ils s'écrouleraient, ou qu'à défaut ils ne fonctionneraient jamais. Et pourtant, ils en étaient venus, à leur corps défendant, à un certain respect pour l'aptitude de ces animaux à gérer leurs propres affaires. Ainsi désignait-il maintenant la ferme des animaux sous son nom, sans plus feindre de croire qu'elle fût la ferme du manoir. Et de même avait-il renoncé à défendre la cause de Jones. Celui-ci, ayant perdu tout espoir de rentrer dans ses biens, s'en était allé vivre ailleurs. Sauf par le truchement de Whymper, il n'avait pas été établi de relation entre la ferme des animaux et le monde étranger, mais un bruit circulait avec insistance. Napoléon aurait été sur le point de passer un marché avec soit M. Pilkington de Foxwood, soit M. Frédéric de Pinchfield, mais en aucun cas, ainsi qu'on en fit la remarque, avec l'un et l'autre en même temps. Vers ce temps-là, les cochons emménagèrent dans la maison d'habitation dont ils firent leur quartier. Une fois encore, les animaux crurent se ressouvenir qu'une résolution contre ces pratiques avait été votée dans les premiers jours. Mais une fois encore, Brille-Babil parvint à les convaincre qu'il n'en était rien.
Il est d'absolue nécessité, expliqua-t-il, que les cochons, tête pensante de la ferme, aient à leur disposition un lieu paisible où travailler. Il est également plus conforme à la dignité du chef, car depuis peu il lui était venu de conférer la dignité de chef à Napoléon, de vivre dans une maison que dans une porcherie. Certains animaux furent troublés d'apprendre non seulement que les cochons prenaient leur repas à la cuisine et avaient fait du salon leur salle de jeu, mais aussi qu'ils dormaient dans des lits. Comme de coutume, Malabar en prit son parti. Napoléon ne se trompe jamais. Mais Douce, croyant se rappeler une interdiction expresse à ce sujet, se rendit au fond de la grange et tenta de déchiffrer les 7 commandements inscrits là. N'étant à même que d'épeler les lettres une à une, elle s'en alla quérir Edmé. « Edmé, dit-elle, dis-moi donc le 4e commandement. N'y est-il pas question de ne jamais dormir dans un lit ?» Edmé épelait malaisément les lettres. Enfin, « Ça dit, aucun animal ne dormira dans un lit avec des draps. » Chose curieuse, Douce ne se rappelait pas qu'il eût été question de draps dans le 4e commandement, mais puisque c'était inscrit sur le mur, il fallait se rendre à l'évidence. Sur quoi, Bricbabil vint à passer par là avec 2 ou 3 chiens, et il fut à même d'expliquer l'affaire sous son vrai jour. « Vous avez donc entendu dire, camarades, que nous, les cochons, dormons maintenant dans les lits de la maison? Et pourquoi pas? Vous n'allez tout de même pas croire à l'existence d'un règlement qui proscrive les lits. Un lit, ce n'est jamais qu'un lieu où dormir. Le tas de paille d'une écurie, qu'est-ce que c'est? À bien comprendre, sinon un lit. L'interdiction porte sur les draps, lesquels sont d'invention humaine. Or, nous avons enlevé les draps des lits, et nous dormons entre des couvertures. Ce sont là des lits où l'on est très bien, mais pas outre mesure. Je vous en donne mon billet, camarades, avec ce travail de tête qui désormais nous incombe. Vous ne voudriez pas nous ôter le sommeil réparateur, hein? Camarades, vous ne voudriez pas que nous soyons exténués au point de ne plus faire face à la tâche? Sans nul doute, aucun de vous ne désire le retour de Jones. Les animaux le rassurèrent sur ce point, et ainsi fut clos le chapitre des lits. Et nulle contestation non plus lorsque, quelques jours plus tard, il fut annoncé qu'à l'avenir les cochons se lèveraient 1 heure plus tard que les autres. L'automne, venu au terme d'une saison de travail éprouvante, les animaux étaient fourbus, mais contents. Après la vente d'une partie du foin et du blé, les provisions pour l'hiver n'étaient pas fort abondantes, mais le moulin contrebalançait toutes déconvenues. Il était maintenant presque à demi bâti. Après la moisson, un temps sec sous un ciel dégagé fit que les animaux trimèrent plus dur que jamais. Car, se disait-il, il valait bien la peine de charroyer tout le jour des quartiers de pierre, si, ce faisant, on exhaussait d'un pied les murs du moulin. Malabar allait même au travail tout seul, certaines nuits, 1 heure ou 2, sous le clair de lune de septembre. Et à leurs heures perdues, les animaux faisaient le tour du moulin en construction, à n'en plus finir, en admiration devant la force et l'aplomb des murs, et s'admirant eux-mêmes d'avoir dressé un ouvrage imposant tel que celui-là. Seul le vieux Benjamin se refusait à l'enthousiasme, sans toutefois rien dire que de répéter ses remarques sibyllines sur la longévité de son espèce. Ce fut novembre et les vents déchaînés du sud-ouest. Il fallut arrêter les travaux, car avec le temps humide on ne pouvait plus malaxer le ciment. Une nuit, enfin, la tempête souffla si fort que les bâtiments de la ferme vacillèrent sur leurs assises, et plusieurs tuiles du toit de la grange furent emportées. Les poules endormies sursautèrent, caquetant d'effroi. Toutes dans un même rêve croyaient entendre la lointaine décharge d'un fusil. Au matin, les animaux, une fois dehors, s'aperçurent que le mât avait été abattu et un orme, au bas du verger, arraché au sol comme un simple radis. Ils en étaient là de leur découverte qu'un cri désespéré leur échappa. C'est qu'ils avaient sous les yeux quelque chose d'insoutenable, le moulin en ruine. D'un commun accord, ils se ruèrent sur le lieu du désastre. Napoléon, dont ce n'était pas l'habitude de hâter le pas, courait devant. Et, oui, gisait là le fruit de tant de luttes, ces murs rasés jusqu'aux fondations et ces pierres éparpillées que si péniblement ils avaient cassées et charriées. Stupéfiés, les animaux jetaient un regard de deuil sur ces éboulis.
En silence, Napoléon arpentait le terrain de long en large, reniflant de temps à autre, la queue crispée battant de droite et de gauche, ce qui chez lui était l'indice d'une grande activité de tête. Soudain il fit halte, et il fallait croire qu'il avait arrêté son parti. « Camarades, dit-il, savez-vous qui est le fautif? L'ennemi qui s'est présenté à la nuit et a renversé notre moulin à vent? C'est Boule de Neige !» rugit Napoléon. « Oui, enchaîna-t-il, c'est Boule de Neige, par pure malignité, pour contrarier nos plans et se venger de son ignominieuse expulsion. Lui, le traître, à la faveur des ténèbres, il s'est faufilé jusqu'ici et a ruiné d'un coup 1 an, bientôt de notre labeur. Camarades, de ce moment, je décrète la condamnation à mort de Boule de Neige. Sera héros animal de 2e classe et recevra un demi-boisseau de pommes quiconque le conduira sur les bancs de la justice. Un boisseau entier à qui le capturera vivant. Que même Boule de Neige ait pu se rendre capable de pareille vilainie. Voilà une découverte qui suscita chez les animaux une indignation extrême. Ce fut un tel tollé qu'incontinent chacun réfléchit aux moyens de se saisir de Boule de Neige si jamais il devait se représenter sur les lieux. Presque aussitôt, on découvrit sur l'herbe, à petite distance de la butte, des empreintes de cochons. On ne pouvait les suivre que sur quelques mètres, mais elles avaient l'air de conduire à une brèche dans la haie. Napoléon, ayant reniflé de manière significative, déclara qu'il s'agissait bien de Boule de Neige. D'après lui, il avait dû venir de la ferme de Foxwood. Et ayant fini de renifler, « Plus d'atermoiements, camarades !» s'écria Napoléon. « Le travail nous attend. Ce matin même, nous allons nous remettre à bâtir le moulin et nous ne détellerons pas de tout l'hiver, qu'il pleuve ou vente. Nous ferons savoir à cet abominable traître qu'on ne fait pas si facilement table rase de notre œuvre. Souvenez-vous-en, camarades, nos plans ne doivent être modifiés en rien. Ils seront terminés au jour dit. En avant, camarades, vive le moulin à vent, vive la ferme des animaux !» Chapitre 7. Un rude hiver. Après les orages, la neige et la neige fondue, puis ce fut le gel qui ne céda que courant février. Vaille que vaille, les animaux poursuivaient la reconstruction du moulin, se rendant bien compte que le monde étranger les observait et que les humains envieux se réjouiraient comme d'un triomphe si le moulin n'était pas achevé dans les délais. Les mêmes humains affectaient, par pure malveillance, de ne pas croire à la fourberie de Boule de Neige. Le moulin se serait effondré, tout seul, à les en croire, à cause de ses murs fragiles. Les animaux savaient, eux, que tel n'était pas le cas, encore qu'on eût décidé de les rebâtir sur 3 pieds d'épaisseur, au lieu de 18 pouces, comme précédemment. Il leur fallait maintenant amener à pied d'œuvre une bien plus grande quantité de pierres. Longtemps, la neige amoncelée sur la carrière retarda les travaux. Puis ce fut un temps sec, et il gela, et les animaux se remirent à la tâche, mais elle leur était pénible, et ils n'y apportaient plus qu'un moindre enthousiasme. Ils avaient froid tout le temps, la plupart du temps ils avaient faim aussi. Seuls Malabar et Douce gardaient cœur à l'ouvrage. Les animaux entendaient les exhortations excellentes de Bribabille sur les joies du service et la dignité du labeur, mais trouvaient plus de stimulant dans la puissance de Malabar comme dans sa devise inattaquable « Je vais travailler plus dur ». En janvier, la nourriture vient à manquer. Le blé fut réduit à la portion congrue, et il fut annoncé que, par compensation, une ration supplémentaire de pommes de terre serait distribuée. Or, on s'aperçut que la plus grande partie des pommes de terre avaient gelé, n'ayant pas été assez bien protégées sous la paille. Elles étaient molles et décolorées, peu comestibles. Bel et bien, plusieurs jours d'affilée les animaux se nourrirent de betteraves fourragères et de paille. Ils semblaient menacés de mort lente. Il était d'importance capitale de cacher ces faits au monde extérieur. Enhardis par l'effondrement du moulin, les humains accablaient la ferme des animaux sous de nouveaux mensonges. Une fois encore, les bêtes mouraient de faim et les maladies faisaient des ravages, elles se battaient entre elles, tuaient leurs petits, se comportaient en vrais cannibales. Si la situation alimentaire venait à être connue, les conséquences seraient funestes, et c'est ce dont Napoléon se rendait clairement compte. Aussi, décida-t-il de recourir à M. Whymper pour que prévale le sentiment contraire.
Les animaux n'avaient à peu près jamais l'occasion de rencontrer M. Whymper lors de ses visites hebdomadaires. Désormais, certains d'entre eux, bien choisis, surtout des moutons, eurent l'ordre de se récrier, comme par hasard, quand il était à portée d'oreille, sur leurs rations plus abondantes. De plus, Napoléon donna ordre de remplir de sable, presque à ras-bord, les coffres à peu près vides de la resserre, qu'on recouvrit ensuite du restant de grains et de farine. Sur un prétexte plausible, on mena M. Whymper à la resserre et l'on fit en sorte qu'il jette au passage un coup d'œil sur les coffres. Il tomba dans le panneau et rapporta partout qu'à la ferme des animaux, il n'y avait pas de disette. Pourtant, à fin janvier, il devint évident qu'il serait indispensable de s'approvisionner en grains quelque part. À cette époque, Napoléon se montrait rarement en public. Il passait son temps à la maison, où sur chaque porte veillaient des chiens à la mine féroce. Quand il quittait sa retraite, c'était dans le respect de l'étiquette et sous escorte, car six molosses l'entouraient et grognaient si quelqu'un l'approchait de trop près. Souvent, il ne se montrait même pas le dimanche matin, mais faisait connaître ses instructions par l'un des autres cochons, Bribabille en général. Un dimanche matin, Bribabille déclara que les poules qui venaient de se remettre à pondre devraient donner leurs œufs. Napoléon avait conclu, par l'intermédiaire de Whymper, un contrat portant sur 400 œufs par semaine. En contrepartie, on se procurerait la farine et le grain jusqu'à l'été et le retour à une vie moins pénible. Entendant ce qu'il en était, les poules élevèrent des protestations scandalisées. Elles avaient été prévenues que ce sacrifice pourrait s'avérer nécessaire, mais n'avaient pas cru qu'on en viendrait là. Elles déclaraient qu'il s'agissait de leur couvée de printemps et que leur prendre leurs œufs était criminel. Pour la première fois depuis l'expulsion de Jones, il y eut une sorte de révolte. Sous la conduite de 3 poulets noirs de Minorque, les poules tentèrent résolument de faire échec aux vœux de Napoléon. Leur mode de résistance consistait à se jucher sur les chevrons du comble, d'où les œufs pondus s'écrasaient au sol. La réaction de Napoléon fut immédiate et sans merci. Il ordonna qu'on supprime les rations des poules et décréta que tout animal surpris à leur donner fût-ce un seul grain serait puni de mort. Les chiens veillèrent à l'exécution de ces ordres. Les poules tinrent bon 5 jours, puis elles capitulèrent et regagnèrent leur pondoir. 9 d'entre elles, entre-temps, étaient mortes. On les enterra dans le verger, et il fut entendu qu'elles étaient mortes de coccidiose. Whymper n'eut pas vent de l'affaire, et les œufs furent livrés en temps voulu. La camionnette d'un épicier venait les enlever chaque semaine. De tout ce temps, on avait revu Boule de Neige. Mais on disait que sans doute il devait se cacher dans l'une ou l'autre des 2 fermes voisines, soit à Foxwood, soit à Pinchfield. Napoléon était alors en termes un peu meilleurs avec les fermiers. Il faut dire que, depuis une dizaine d'années, il y avait dans la cour, sur l'emplacement d'une ancienne hêtraie, une pile de madriers. C'était du beau bois sec que Whymper avait conseillé à Napoléon de vendre. De leur côté, M. Pilkington et M. Frédéric désiraient l'acquérir. Or Napoléon hésitait entre les deux sans jamais se décider. On remarqua que chaque fois qu'il penchait pour M. Frédéric, Boule de Neige était soupçonné de se cacher à Foxwood, au lieu que si Napoléon inclinait pour M. Pilkington, alors Boule de Neige s'était réfugié à Pinchfield. Et soudain, au début du printemps, une nouvelle alarmante. Boule de Neige hantait la ferme à la nuit. L'émoi des animaux fut tel qu'ils faillirent en perdre le sommeil. Selon la rumeur, Boule de Neige s'introduisait à la faveur des ténèbres pour commettre 100 méfaits. C'est lui qui volait le blé, renversait les seaux à lait, cassait les œufs, piétinait les semis, écorçait les arbres fruitiers. On prit l'habitude de lui imputer tout forfait, tout contretemps. Si une fenêtre était brisée, un égout obstrué, la faute lui en était toujours attribuée. Et quand on perdit la clé de la resserre, dans la ferme entière, ce fut un même cri. Boule de Neige l'avait jeté dans le puits. Et chose bizarre, c'est ce que les animaux croyaient toujours après qu'on eut retrouvé la clé sous un sac de farine. Unanimes, les vaches affirmaient que Boule de Neige pénétrait dans l'étable par surprise pour les traire dans leur sommeil. Les rats, qui cet hiver-là avaient fait des leurs, passaient pour être de connivence avec lui. Les activités de Boule de Neige doivent être soumises à une investigation implacable, décréta Napoléon. Escorté de ses chiens, il inspecta les bâtiments avec grande minutie, les autres animaux le suivant à distance de respect.
Souvent, il faisait halte pour flairer le sol, déclarant qu'il pouvait déceler à l'odeur les empreintes de Boule de Neige. Pas un coin de la grange et de l'étable, du poulailler et du potager qu'il ne renifla, à croire qu'il suivait le traître à la trace. Du groin, il flairait la terre avec insistance, puis d'une voix terrible s'écriait « Boule de Neige, il est venu ici, mon odorat me le dit !» Au nom de Boule de Neige, les chiens poussaient des aboiements à fendre le cœur et montraient les crocs. Les animaux étaient pétrifiés d'effroi. C'était comme si Boule de Neige, présence impalpable, toujours à rôder, les menaçait de sans danger. Un soir, Bricbabil les fit venir tous. Le visage anxieux et tressaillant sur place, il leur dit qu'il avait des nouvelles graves à leur faire savoir. « Camarades !» s'écria-t-il en sautillant nerveusement. « Boule de Neige s'est vendu à Frédéric, le propriétaire de Pinchfield, qui complote en ce moment de nous attaquer et d'usurper notre ferme. C'est Boule de Neige qui doit le guider le moment venu de l'offensive. Mais il y a pire encore. Nous avions cru la révolte de Boule de Neige causée par la vanité et l'ambition. Mais nous avions tort. Camarades, savez-vous quelle était sa raison véritable? Du premier jour, Boule de Neige était de mèche avec Jones. Il n'a cessé d'être son agent secret. Nous en tenons la preuve de documents abandonnés par lui et que nous venons tout juste de découvrir. À mon sens, camarades, voilà qui explique bien des choses. N'avons-nous pas vu de nos yeux comment il tenta, sans succès heureusement, de nous entraîner dans la défaite et l'anéantissement lors de la bataille de l'étable? Les animaux étaient stupéfiés. Pareille scélératesse comparée à la destruction du moulin. Vraiment, c'était le comble. Il leur fallut plusieurs minutes pour s'y faire. Ils se rappelaient tous, ou du moins croyaient se rappeler, Boule de Neige chargeant à leur tête à la bataille de l'étable, les ralliant sans cesse et leur redonnant cœur au ventre, alors même que les bombes de Jones lui écorchaient l'échine. Dès l'abord, il voyait mal comment il aurait pu être en même temps du côté de Jones.